J'ai passé 3 mois à planifier cette croisière, un voyage de 7 nuits sur un navire luxueux, juste pour nous deux. Je suis parti là-bas le cœur ouvert, m'attendant à de la romance. Et le 3e jour de la croisière, j'ai réalisé que ma femme n'était pas venue pour moi. Cela faisait 16 ans que nous étions mariés. Céline et moi avions acheté notre maison dans une banlieue calme près de Lyon, dans les Monts d'Or. Nous avons remboursé notre crédit immobilier année après année, remplissant cette maison de la vie ordinaire que deux personnes construisent lorsqu'elles pensent avoir du temps devant elles. Et pendant toutes ces 16 années, nous n'avons jamais pris de vraies vacances. Il y avait toujours une raison. Le prêt de la maison, son travail, le mien, une toiture à refaire. Nous n'arrêtions pas de nous dire que le grand voyage viendrait plus tard. Alors, quand j'ai réservé la croisière, j'ai eu l'impression de tenir enfin une promesse que je portais depuis des années. Cette nuit à travers la Méditerranée, au départ de Marseille, une cabine avec vue sur la mer, le genre avec une baie vitrée où l'on se réveille face à l'élément. Je n'ai pas pris l'option bon marché. Je voulais qu'elle sente que cela comptait pour moi, que notre couple comptait. J'y ai consacré 3 mois, à comparer les navires, à lire sur les escales, à choisir le temps de la cabine. Je me surprenais à sourire à mon bureau en y pensant. 16 ans, c'est long pour ne jamais se poser ensemble. Et quelque part en moi, je croyais que ce voyage resterait ce que les années avaient doucement usé. Nous sommes descendus de Lyon dans notre Peugeot 3008, les bagages à l'arrière, nos cafés dans le porte-gobelet. Céline avait 41 ans, Jeanne avait 48. Et sur la route, elle a ri à quelque chose qui passait à la radio, a tendu le bras et m'a serré la main. J'ai pensé que tout irait bien. J'y croyais. Je veux que vous compreniez que j'y croyais vraiment. La première chose étrange a commencé dans les premiers jours, avant même que je ne puisse mettre des mots dessus. Céline n'arrêtait pas de s'absenter. Toujours pour de petites raisons. Un après-midi, c'était pour un café. Une autre fois, elle avait oublié un gilet dans la cabine et allait le chercher. Ensuite, c'était des souvenirs qu'elle voulait regarder. Rien de tout cela n'était inhabituel en soi. Les gens se promènent sur un bateau, mais elle partait longtemps. Pas 10 minutes, plutôt 40, voire 1 heure, où elle revenait un peu essoufflée, le regard un peu brillant, avec une excuse sur la file d'attente au café ou s'être trompée de couloir. Au début, j'ai tout cru. Un navire de cette taille est déroutant. Le premier ou le deuxième jour, je me suis dit qu'elle s'était belle. Je me servais un verre, je regardais la côte défiler par la fenêtre et je l'attendais. Mais le principe d'un navire de croisière, c'est qu'il est possible pour qu'on n'ait jamais à aller bien loin. Il y a un bar sur presque tous les ponts, des piscines, des salons, un café à chaque coin de rue. Tout est proche. Tout est facile. C'est le but même de l'endroit. Alors, quand votre femme disparaît pendant 1 heure pour chercher une tasse de café concert à 2 couloirs de là, le contenu est... Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas être le mari qui compte les minutes, mais j'ai commencé à les compter quand même. Discrètement, chaque fois qu'elle se levait et disait qu'elle revenait tout de suite, je regardais l'heure et je me détestais un peu de le faire. Puis j'ai remarqué 2 autres choses, et elles étaient plus difficiles à justifier. La première était l'Internet à bord. La connexion Wi-Fi sur le bateau est chère, lente, et elle coupe constamment. La plupart des gens abandonnent dès le 2e jour. Ils mettent leur téléphone dans un tiroir et regardent vraiment les haies. C'est la moitié de la raison pour laquelle on part. Mais Céline a fait le contraire. Elle a commencé à fixer son téléphone comme s'il lui devait quelque chose. Elle s'isolait pour vérifier un email professionnel. Elle sortait sur le balcon pour envoyer un message à sa mère et elle le portait comme on porte quelque chose qu'on apporte de terre. L'écran contre sa poitrine. La main toujours refermée dessus. La deuxième chose celle se produit le 4e après-midi. Je l'ai appelée. Elle était partie quelque part habituelle. Et j'ai appelé juste pour lui demander si elle voulait dîner tôt. Ça a sonné dans le vide. J'ai rappelé. Rien. Pendant 40 minutes, mes appels n'ont mené nulle part. Quand elle est finalement réapparue, elle s'est excusée. Elle ne l'avait tout simplement pas entendu. Pas entendu. C'était un téléphone qu'elle avait tenu dans sa main toute la journée, tous les jours depuis qu'il avait embarqué. Un téléphone qu'elle refusait de poser sur une table. Et pendant 40 minutes, d'une manière ou d'une autre, elle ne l'avait pas entendu sonner. J'ai ressassé ça un moment. Puis je me suis forcé à arrêter. J'étais fatigué. J'extrapolais.
J'étais sur le point de me transformer en un homme jaloux inventant un adultère à partir d'un ascenseur lent et d'un mauvais signal réseau. Je ne voulais pas être cette personne. Alors, j'ai refoulé tout ça, je lui ai souri et nous sommes allés dîner. Le soir suivant, j'avais une urgence professionnelle que je ne pouvais pas repousser, quelque chose qui nécessitait une heure de mon attention. Et Céline a dit qu'elle allait se promener toute seule. Je lui ai dit d'y aller. Les ponts la nuit au large sont froids. Le vent vient directement de la mer et il est glacial même en été. Quand elle est revenue à la cabine, elle avait une veste sur les épaules. Une veste d'homme, sombre, plus épaisse que tout ce qu'elle possédait, et ce n'était pas la mienne. Je connaissais chaque vêtement que j'avais mis dans nos valises. Et cette veste n'avait jamais été dans nos bagages. Je lui ai posé la question. Simplement, sans hausser la voix, d'où venait la veste, et pendant une seconde, une vraie seconde, elle n'a pas eu de réponse. J'ai vu son visage se figer. Puis c'est venu. Elle a dit qu'elle était tombée sur une vieille connaissance sur le pont, quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années, un homme voyageant avec sa famille. Ils avaient pris un cocktail ensemble. Il avait remarqué qu'elle avait froid et lui avait prêté sa veste, et elle avait tout bonnement oublié de la lui rendre. C'était une histoire comique. Elle était même logique, de la façon dont une chose est logique quand quelqu'un a eu une minute pour la fabriquer. Je n'avais aucune preuve de réponse. Pas la moindre. Mais mon instinct m'a rarement trompé, et mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. À partir de ce soir-là, j'ai observé. À chaque fois qu'elle bougeait, je savais où elle allait. La nuit suivante, j'ai attendu que la cabine soit plongée dans l'obscurité et j'ai ralenti une respiration, la rendant régulière comme celle d'un homme endormi. Ça n'a pas pris longtemps. Céline s'est glissée hors du lit, elle a ouvert la porte et a disparu. J'étais debout à la seconde où le loquet a cliqué. Je l'ai suivi dans le couloir et sur les ponts, en gardant mes distances, laissant d'autres personnes combler l'espace entre nous. Un navire la nuit rend cela facile. De la musique par-ci, des groupes d'inconnus par-là, de la lumière et du bruit pour s'y fondre. Je l'ai perdu une fois un instant près d'une cage d'écalier. Puis je l'ai retrouvé, et c'est là que je les ai vus. Ils étaient à une petite table, nichés dans un coin éloigné le long de la rambarde où la foule se clairsemait, parlant, se souriant de la façon dont on sourit quand il n'y a pas de public pour lequel jouer la comédie. Il a tendu la main et a replacé une mèche de ses cheveux. Il a passé un bras autour de sa taille et puis, rapidement et naturellement, ils se sont embrassés. Quelque chose dans ma poitrine s'est brisé. J'ai eu envie de traverser ce pont à cet instant, de me planter devant leur table et de les forcer à me regarder, mais je ne l'ai pas fait. Faire un scandale devant une centaine d'inconnus ne ferait que lui donner le rôle qu'elle cherchait. Le mari jaloux, le fou furieux, et la sécurité du navire m'auraient frappé par le grand amour de l'homme. Quoi que je décide de faire, je le ferai sans que personne ne regarde. Je suis retourné rapidement à la cabine et je me suis assis pour l'attendre. J'avais besoin de l'entendre de sa propre bouche. Je voulais comprendre qui était cet homme pour elle. Peut-être la vieille connaissance qui lui avait prêté la veste. Peut-être quelqu'un qu'elle avait rencontré sur le bateau. Mais la vraie vérité, je n'aurais même pas pu la deviner. Pendant que j'attendais, j'ai fait ses bagages. J'ai sorti ses affaires du placard et des tiroirs, je les ai pliées dans sa valise, chaque pièce. Et je l'ai posée au beau milieu de la cabine. Puis je me suis tenu à côté. Je n'ai rien répété. Je suis juste resté là avec la valise et j'ai fixé la porte. Quand Céline est entrée, elle s'attendait à trouver l'un de ses deux maris, celui qui dormait ou celui qui regardait vaguement un écran. Ce qu'elle a eu, c'est sa propre valise bouclée sous la lumière et moi à côté. J'ai dit, qui est l'homme que tu enlaçais sur ce pont à l'instant? J'ai tout vu, alors n'essaie pas de me mentir. Elle est passée directement et rapidement au déni, presque avant même que j'ai terminé. Elle a dit que tu te trompes complètement. Nous ne faisions que parler. Arrête de faire une scène. Elle a continué, déformant la réalité, me disant que je n'avais pas vu ce que j'avais vu, me disant que c'était moi le problème. Je n'ai pas argumenté. Il n'y avait rien à en tirer pour moi. Vous ne pouvez pas raisonner quelqu'un qui a décidé de continuer à mentir. Mais je n'avais pas passé la nuit à essayer. Alors, j'ai pris la poignée de sa valise, je l'ai fait rouler dans les trois couloirs du navire, et je l'ai mise dehors. Ensuite, j'ai fermé la porte. Le couloir était silencieux de l'autre côté. Je suis resté de mon côté et je ne l'ai plus jamais rouvert. Le lendemain matin, je suis monté tard pour le petit déjeuner. Ils
Ils étaient déjà là, tous les deux, à une table ensemble dans la grande salle à manger. Plus de coins sombres cette fois. Plus besoin de se cacher. Ils n'en avaient plus l'utilité. Et ils ne faisaient pas semblant de le faire. Je ne les ai pas regardés longtemps. J'ai bu mon café. J'ai mangé. Et je n'ai ressenti aucun besoin d'aller les voir. Après le petit déjeuner, je suis descendu à la réception. Je leur ai demandé de bloquer l'accès de Céline à tout ce que nous partagions, et je leur ai dit que tous ces nouveaux frais à partir de ce moment-là devaient être facturés sur son propre compte uniquement. À partir de ce matin-là, elle ne pouvait plus dépenser un seul de mes euros pour passer des vacances avec un autre. Et j'ai fait enregistrer officiellement que nous ne voyagions plus en tant que couple, et que nous ne partagions plus la cabine. Cela m'a laissé 4 jours sur le bateau tout seul. Et je vais vous dire quelque chose de très sincère sur ces 4 jours. Ce n'était pas une fête. Je mangeais seul et je remarquais dans un calme étrange que je n'avais plus à jouer la comédie de l'autre côté de la table. Je lisais sur le balcon car la cabine semblait lourde en son absence et l'air extérieur était plus facile à respirer. La nuit, j'allais à la rambarde et j'écoutais Léo frapper contre la coque. C'était le premier vrai silence que j'avais depuis des années. Ce n'était pas encore la paix, mais c'était mon moment à moi, et personne ne me mentait de ce silence. Je suis rentré seul chez moi, dans notre maison de la banlieue lyonnaise. Et la première chose que j'ai faite a été de prendre la tablette que nous partageons. Nous avions un seul compte pour nous deux. Un seul identifiant, tout se synchronisait dessus sans aucun de l'uniforme à 2 fois. Les photos, les notes, les messages, tout afflué au même endroit. Céline n'y avait jamais pensé. Je ne suis même pas sur quel se souvenait de l'existence de cette famille. Tout était là. Des mois de conversation. Chaque message entre elle et cet homme s'ouvrait devant moi dans l'ordre, du plus ancien au plus récent, comme un livre que je n'avais jamais eu le droit de lire. Quel que soit le dernier petit espoir que j'avais préservé, celui que c'était une stupide amourette de vacances, un instant d'égarement, il n'a pas survécu à cet écran. J'ai trouvé son billet pour la croisière à lui. Je les ai trouvés en train de choisir les dates tous les deux. Je les ai trouvés en train de discuter des semaines avant le départ des endroits sur le bateau où ils pourraient se retrouver sans être vus. Et puis j'ai trouvé la partie qui m'a coupé le souffle. Elle ne lui avait pas seulement dit quel navire réserver. Elle lui avait dit de réserver la même catégorie de cabine que nous. Pour qu'il soit placé sur les mêmes ponts près de nous, près d'elle pendant les 7 nuits. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de considérer cela comme une liaison dans laquelle elle était tombée par hasard. Elle n'était tombée dans rien du tout. Elle avait construit ce voyage. Les vacances que j'avais passées 3 mois à planifier pour nous deux, elle les avait aussi secrètement planifiées de son côté. Et elle les avait planifiées pour nous 3. Le lendemain, j'ai pris cette tablette, je suis allé voir un avocat et j'ai demandé le divorce. Je ne me suis pas torturé l'esprit avec ça. Il n'y avait plus rien dans ce mariage qui valait la peine d'être sauvé. Quelle que soit la possibilité de retour en arrière qu'il aurait pu y avoir, elle s'était noyée dans ses eaux, et je le savais. Environ 2 semaines plus tard, Céline m'a envoyé un long message, des pages entières. Elle était désolée. Elle n'avait jamais été aussi désolée de sa vie. Elle avait fait la plus grosse erreur de son existence, et elle avait besoin de me voir, de s'asseoir avec moi et de m'expliquer, de me faire comprendre. Je l'ai lu une fois et je n'ai pas répondu. Quand mon silence a fini par l'atteindre, elle a changé d'approche. Elle a commencé à m'attaquer de dur. Par le biais de mes 2 amis, en leur demandant de me parler, puis par l'intermédiaire de mes propres parents, en les suppliant de me travailler, de m'adopter. Le message qu'elle voulait faire passer était toujours le même. Elle irait voir un thérapeute de famille. Elle renoncerait à tous nos biens sans se battre. Elle abandonnerait absolument tout si je lui donnais juste une chance de plus. Ma famille n'a pas plié. Ni mes amis, ni mes parents. Ils l'ont écouté et ils sont restés sur la même longueur d'onde que moi, et ils me lui ont dit très clairement. Et quelques semaines après notre retour, j'ai appris encore une chose. L'homme pour qui elle avait organisé tout ce voyage, celui pour qui elle avait risqué 16 ans de mariage juste pour être près de lui, avait rompu avec elle peu de temps après le débarquement du navire. J'ai mené le divorce jusqu'à son terme. Chaque tentative qu'elle faisait pour m'entraîner à nouveau dans une conversation, je la laissais sans réponse, et pas par cruauté. Il n'y avait tout simplement plus rien en moi qui avait envie de décrocher ce téléphone. J'ai réfléchi à la question de savoir si j'aurais pu agir différemment. Si cela avait été une mauvaise nuit, un verre de trop, un instant de faiblesse qu'elle aurait regretté au petit matin.
Peut-être que j'y aurais réfléchi plus longtemps. Peut-être que je l'aurais laissé s'expliquer. Les gens trébuchent et un mariage peut parfois supporter un tel faux pas. Mais ce n'était pas ça. On ne trébuche pas sur un calendrier. On ne trébuche pas en disant à un autre homme quelle cabine réservée pour qu'il dorme à 2 couloirs de son mari. Elle n'était pas tombée là-dedans par hasard. C'était des vacances qu'elle avait planifiées, et elle les avait planifiées pour elle et pour lui. Et moi, je n'étais que l'homme qui avait payé la facture. Quand le divorce a été prononcé, la maison est restée la mienne, tout comme le reste de ce que nous avions construit. Je ne vais pas prétendre que cette partie n'avait pas d'importance. Après 16 ans, un homme ne devrait pas repartir les mains vides. Mais tout s'était déjà terminé bien avant cela. Ça s'était terminé sur ce bateau, dans ce couloir étroit. La nuit où j'ai fait rouler sa valise par la porte et que je l'ai refermée. Tout le reste n'était que de la paperasse, venant officialiser une chose que je savais déjà. Pour le mari, cette croisière était un moyen de raviver la flamme d'antan et de passer des moments romantiques ensemble. Mais sa femme voulait passer ses vacances de luxe avec un autre homme plutôt qu'avec son mari. Elle était persuadée que sur un navire géant, elle pourrait facilement jouer sur les deux tableaux. Mais elle a commis une erreur fatale, qui a conduit à son exposition.